Le quorum minimum est atteint. 26 membres. Je remercie aussi les invités, mesdames, les invités présents. Au titre de l'Assemblée de la Polynésie, M. Léon Tefau, chargé de mission. Au titre de la vice-présidente du ministre des Solidarités en charge de la famille et de la condition féminine, Madame Mihari Taupua Galno, vice-présidente, Madame Tehina Andoua, directrice de cabinet, c'est qui hein? Madame Ahura Temaru, conseillère technique, c'est qui au titre du ministère de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration, du développement des archipels et de la formation professionnelle, Madame Christelle Sanfort, directrice de cabinet, Madame Kouarani Kous, conseillère technique. Au titre du service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, Madame Vanessa Tiapo, chef de service. Au titre de la Caisse de prévoyance sociale, Madame Tepoe Tarahou, chef adjoint du service cotisation. Au titre de la Confédération syndicale ATMO, M. Julien Oururi. Drôle de nom. C'est quoi ce nom? Bien, voilà. Je vous rappelle que les séances plénières du CESEC sont filmées et photographiées. Votre image peut donc être diffusée sur les réseaux sociaux de l'institution. Pour exercer votre droit à l'image et au respect de votre vie privée, vous pouvez prendre contact avec le service communication du CESEC, l'adresse suivante cesec@cesec.pf. Les séances plénières du CESEC sont publiques dans la limite des places disponibles. Par ailleurs, durant la séance plénière, seuls les membres siégeant dans l'institution ont droit à la parole distribuée par le président. L'ordre du jour, premier point, étude avant adoption du projet d'avis sur le projet de loi du pays relatif aux mesures d'aide à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Deuxième point, étude avant adoption du compte de règlement de l'institution et affectation des résultats pour l'exercice 2023. Troisième point, questions diverses. Premier point, l'étude avant adoption du projet d'avis sur le projet de loi du pays relatif aux mesures d'aide à l'emploi et à l'insertion professionnelle. J'invite les rapporteurs, M. Diego Lao et Marotea Vitrak, à joindre le tribune et donner lecture du projet d'avis. Voilà. Messieurs les rapporteurs, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais avant tout remercier les membres de la Commission pour les séances que nous avons eues de travail, qui sont au nombre de 5. La saisine a été déposée par la voie urgente, donc traitée de la même façon.
Je voudrais aussi remercier David Le Prado pour le travail effectué dans un délai aussi court. Et bien entendu, nos invités des syndicats, du CEFI, de la CPS et des ministères. Je procède à la lecture. Objet de la saisine. La présente saisine du président de la Polynésie française, soumis à l'avis du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française, CESEC, selon le délai d'urgence, a pour objet un projet de loi du pays relatif aux mesures d'aide à l'emploi et à l'insertion professionnelle. 2. Contexte et enjeux. Le CESEC rappelle les éléments de contexte suivants. Donc, il est présenté un tableau présentant l'évolution entre 2018 et 2023 d'un certain nombre d'indicateurs et l'évolution en termes de pourcentage. La population générale est passée de 277 400 à 279 000 personnes, soit plus 0,5%. La population en âge de travailler est passée de 183 800 à 184 500, soit plus 0,38%. La population active est passée de 111 300 personnes à 112 500, soit plus 1%. Population occupant un emploi, 95 100 contre 102 900, soit plus 8,2%. Le taux d'emploi, 51,9% contre 55,8% en 2023, soit plus 3,9 points. Les personnes au chômage, BIT, passent de 16 200 à 9 600, soit une baisse de 40%. Le taux de chômage passe de 14,5% à 8,5%, donc moins 6 points. Les personnes inactives souhaitant occuper un emploi passent de 23 200 personnes en 2018 à 16 300 en 2023, soit moins 29,7%, il y a une coquille. Personnes désirant occuper un emploi, c'est-à-dire la somme des personnes au chômage plus les personnes inactives, passe de 39 400 personnes en 2018 à 25 900 en 2023, soit une baisse de 34,3%. Les chiffres de l'emploi indiquent une évolution favorable ces 5 dernières années, notamment une augmentation du nombre de personnes qui occupent un emploi, plus 3,9 points, et une baisse du nombre de chômeurs de 40%. Le nombre de salariés relevé par la CPS est de l'ordre de 72 200 en 2023. Par ailleurs, on peut noter que le CEFI recense en moyenne 10 000 demandeurs d'emploi inscrits par an, dont les demandes restent qualifiées d'actives. Environ 15% d'entre eux ont une démarche proactive et sont dans une relation d'accompagnement ou de conseil avec le CEFI. Les offres d'emploi déposées au CEFI seraient d'environ 7 000 en 2023. Une partie des offres et des demandes d'emploi ne transitent pas par le CEFI. Le CEFI indique que 20 à 25% des demandeurs n'ont aucun diplôme et aucune qualification. Plus de la moitié, 53%, des demandeurs d'emploi a un niveau de formation inférieur au baccalauréat. Environ 6% des demandeurs ont un bac plus 3 ou un bac plus 4. Par ailleurs, 56% des demandeurs ont moins de 2 ans d'expérience professionnelle, mais ce chiffre reste très relatif car la définition d'expérience est prise ici dans un sens très large, quel que soit le type d'emploi exercé. On peut également noter que les publics les plus exposés au chômage sont les femmes et les jeunes, en particulier lorsqu'ils n'ont aucune qualification. En 2021, le taux de chômage des jeunes, donc de 15 à 29 ans, était de 22,6%. Dans ce contexte, le projet de texte propose une refonte des dispositifs prévus au livre 2 de la partie 5 du Code du travail. Il prévoit les nouveaux dispositifs suivants insérés dans 3 nouveaux titres. Le premier des 3 titres, c'est le titre 4, aide à l'insertion professionnelle, qui se décline en 2 points. Le stage d'immersion professionnelle, SIP, pour faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi afin de développer les savoir-être et compétences transversales nécessaires à la vie active. Le stage de développement de compétences, SDC,
pour faciliter l'insertion professionnelle pour des personnes sans emploi cherchant à réaliser un projet professionnel nécessitant le développement de compétences en milieu professionnel. Le second titre, le titre 5, aide à l'emploi. Premier point, le CDI, dit TIAMA, pour favoriser l'entrée sur le marché du travail des personnes sans emploi embauchées à contrat à durée indéterminée, d'une durée minimale de 80 heures par mois. Le second dispositif, le CDD d'insertion, dit TIARAMA, pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi qui ont besoin d'une période d'immersion et d'accompagnement en milieu professionnel par la prise en charge du montant total du SMIC. Le dernier titre, le titre 6, aide à l'insertion par l'activité. Le tremplin d'insertion par l'activité pour les aînés, TIAPA, permettant la mise à disposition de compétences professionnelles disponibles et leur transfert dans le cadre d'un projet d'insertion par l'activité communautaire, PIAC. Le tremplin d'accès à l'insertion professionnelle par l'activité, TAIA, au profit des demandeurs d'emploi dont l'insertion professionnelle est empêchée par des freins périphériques dans le cadre d'un PIAC. Les anciens dispositifs, CAE, CAE Pro, CVD, ACT, ACT Prime, sont abrogés, il s'agit de l'article LP6, et remplacés par les nouveaux, avec une période transitoire pour apurer les contrats et conventions encore en cours d'exécution. Grand 3, observations et recommandations. L'examen du projet de loi du pays soumis à l'avis du CESEC appelle les observations et recommandations suivantes. 3.1. Sur la nécessité d'évaluer les dispositifs successifs. Le CESEC a souvent rappelé la nécessité de faire le bilan des mesures en faveur de l'emploi et de l'insertion. Il affirmait déjà dans un avis rendu en 2015 « Les dispositifs se multiplient alors même qu'aucune évaluation précise n'a été effectuée pour vérifier leur efficacité et leur impact sur le retour à l'emploi, notamment au regard des fonds publics mobilisés chaque année et par rapport aux objectifs fixés. » En effet, le CESEC regrette que le projet de loi du pays qui lui est soumis ne soit pas accompagné d'un bilan sur les dispositifs d'insertion et d'aide à l'emploi. Le CESEC considère essentiel que le CEFI fasse un bilan annuel des dispositifs et qu'il mette en évidence le taux d'insertion réussi pour chacun des dispositifs proposés, en lien avec la Caisse de prévoyance sociale, CPS, afin de pouvoir évaluer leur performance et d'éclairer les décideurs, publics et privés. Il est de fait aujourd'hui que le CAE, qui représente la plus grande part des aides à l'emploi, n'a pas fait ses preuves en matière d'insertion professionnelle et qu'il correspond davantage à des emplois occupationnels ou des amortisseurs sociaux. Un rapport de la Chambre territoriale des comptes, CTC, sur les interventions en matière d'emploi indiquait que le taux d'insertion des dispositifs du type CPIA et CAE était de l'ordre de 15%. Dans un prochain bilan, le CESEC recommande également de clarifier la répartition du nombre de bénéficiaires entre les organismes d'accueil du secteur marchand et non marchand, ainsi que la répartition entre les entreprises privées, les communes et les autres organismes d'accueil. Il rappelle que les chances d'embauche de stagiaires dans les communes ou des services administratifs du pays à l'issue d'un stage sont faibles, puisque le concours administratif est la voie de recrutement de droit dans la fonction publique. 3.2. Sur la refonte des dispositifs relatifs à l'emploi et l'effort concentré sur les aides à l'emploi, CDI aidé et CDD insertion. La refonte du livre 2 de la partie 5 du Code du travail proposée prévoit de concentrer l'effort budgétaire sur des nouvelles mesures d'aide à l'emploi, c'est-à-dire aux contrats CDI aidés et CDD insertion à hauteur de 60% à minima, et de dédier les 40% restants à des nouveaux stages, entre parenthèses SIP, SDC, TIAPA, TAIA. Selon le rédacteur, cette configuration représente une inversion de l'effort budgétaire alloué, puisque dans les dispositifs actuels, cet effort porte davantage sur les stages, entre parenthèses, type convention d'accès à l'emploi CAE, à hauteur de 60%. Le CESEC relève que le gouvernement souhaite ainsi remplacer les anciens dispositifs qui devraient s'épuiser progressivement d'ici fin 2025. Les rédacteurs du projet de texte soulignent que la baisse progressive voulue des CAE dès juin 2023 aurait induit en conséquence une hausse perceptible du nombre de contrats aidés et donc de recrutement. Le gouvernement se fonde sur cette interprétation pour renforcer son action sur les dispositifs favorisant le recrutement,
CDI aidé et CDD insertion. Le CESEC relève que dans la phase de démarrage de 2024, juillet à novembre, le budget prévisionnel des nouveaux dispositifs se répartirait comme suit. Contrat aidé, entre parenthèses CDI aidé, CDD insertion, 1,5 milliard de francs. Stage d'insertion, 140 millions de francs. Stage tremplin, entre parenthèses TIAPA, TAIA, 95 millions de francs. En 2025, une enveloppe prévisionnelle globale dédiée serait portée à 4,5 milliards de francs. Le nombre de contrats aidés prévus est de l'ordre de 1600. De manière générale, le CESEC considère que la réforme des dispositifs en faveur de l'emploi est nécessaire et qu'ils doivent davantage favoriser l'employabilité, l'insertion professionnelle et la création d'emplois de façon durable. Il considère que le manque de compétences, l'inadéquation au marché de l'emploi, la nécessité absolue de création d'activités sont des problèmes de fond auxquels les dispositifs proposés n'apportent pas toutes les réponses. En effet, l'allègement du coût du travail est incontournable, mais des incitations financières ponctuelles ne régleront pas les questions de fond évoquées. Elles permettront tout au plus d'absorber une part des demandeurs d'emploi. Par ailleurs, le CESEC rappelle que les motifs de recrutement dans les entreprises reposent sur les créations d'activités, le dynamisme économique, le besoin de compétences, de qualifications et d'expérience. Certains obstacles ont été évoqués, en particulier le manque de souplesse du CDI, qui n'inciterait pas suffisamment les entreprises à recruter sur ce type de contrat. Plus encore, le manque d'efficacité de l'administration et la lourdeur des procédures administratives constituent un des freins marquants pour notre activité économique. Une véritable réforme et modernisation devraient être conduites pour y remédier. 3-3. Sur le besoin de formation et d'adéquation entre les offres et les demandes d'emploi. Le diagnostic territorial 2021 indique que l'absence de diplôme prédispose au chômage ou à l'inactivité. Le taux de chômage des non-diplômés est en Polynésie française 5 fois plus élevé que pour les titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur et 1,5 fois plus élevé que pour les bacheliers. La poursuite des études et une meilleure qualification augmentent indéniablement les chances d'insertion professionnelle et le diplôme reste encore le meilleur passeport pour l'emploi. Le CESEC rappelle que le décrochage scolaire expose encore trop souvent les Polynésiens à des problèmes d'insertion professionnelle, économique et sociale. Les difficultés scolaires concernent près de 40% des élèves en Polynésie, en Polynésie française. En dépit des efforts déployés pour promouvoir l'égalité des chances, des disparités profondes persistent. Il souligne ainsi qu'il subsiste un problème d'adéquation entre les besoins des entreprises et le niveau de compétences et de qualification des employeurs, des demandeurs d'emploi. La formation est un levier essentiel pour améliorer la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi en Polynésie française. Le CESEC renvoie aux préconisations de son rapport 150/CESC du 29 octobre 2013 à l'emploi des jeunes, relatif à l'emploi des jeunes. Le CESEC recommande aux autorités publiques d'agir en amont en améliorant la performance du système scolaire. Le travail en commun entre les institutions scolaires, les entreprises, les associations et les services publics est indispensable pour préparer le parcours des élèves et leur insertion sur le marché de l'emploi. Le CESEC souligne que l'alternance est une voie intéressante et un outil pédagogique efficace, reconnu pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. À cet égard, il recommande de faire le bilan du dispositif expérimental pour le développement et la promotion de l'apprentissage en Polynésie française, adopté par la loi de pays numéro 2023-17 du 23 janvier 2023. Le régiment du service militaire adapté, RSMA, de la Polynésie française est un autre dispositif particulièrement intéressant pour relever le défi de l'insertion professionnelle et sociale. Le taux d'insertion global dépasserait les 90%. Les structures telles que le CFPA, CJA et MFR méritent d'être soutenues et développées. En outre, le CESEC recommande de renforcer les efforts sur les programmes de formation des demandeurs d'emploi afin de favoriser la montée en compétences et d'améliorer l'employabilité des bénéficiaires. 3-4, sur la nécessité de segmenter les dispositifs et de bien cibler les publics. À ce stade, le CESEC n'a pas eu connaissance de la répartition précise des publics demandeurs d'emploi selon leur profil.
Il recommande que les dispositifs soient bien orientés en fonction des objectifs visés et des catégories de public concernées. Les catégories de public méritent d'être listées selon des critères définis et des priorités. Le CESEC regrette que ne soient pas considérés comme prioritaires les publics les plus vulnérables, notamment les personnes porteuses de handicap, les jeunes, les seniors, etc. Le CESEC recommande notamment de bien distinguer les dispositifs qui relèvent de l'insertion sociale par l'activité de ceux qui relèvent de l'insertion professionnelle, qui n'appellent pas les mêmes réponses et mesures d'accompagnement. Il est également nécessaire de bien identifier les rôles de chacun dans la chaîne d'intervention qui entoure le parcours des demandeurs d'emploi. Le CESEC souligne que les conseillers qui informent et accompagnent les demandeurs d'emploi au CEFI ont un rôle majeur à jouer pour orienter les demandeurs dans les dispositifs adaptés et mettre en adéquation les demandes avec les attentes des entreprises. Il considère que l'ancienneté des demandeurs d'emploi est un critère important qui mérite d'être pris en compte dans les différents dispositifs. 3-5 sur les délais d'instruction et la simplification des procédures. Le CESEC rappelle que le poids des procédures et des formalités, les délais d'instruction des dossiers trop longs, sont des contraintes qui pèsent sur l'attractivité des dispositifs proposés. Les délais de validation des dossiers par l'administration sont trop importants et pèsent également sur la réactivité des entreprises. De manière plus générale, les représentants d'employeurs soulignent que le poids et les lenteurs administratives constituent un des premiers freins majeurs au dynamisme économique et à la croissance en Polynésie française. La suppression des lenteurs administratives peut ainsi jouer un rôle déterminant pour redynamiser l'activité économique. 3.6 sur les régimes de protection sociale. Le régime de protection sociale des aides à l'insertion professionnelle, entre parenthèses stage SIP et stage SDC, est défini à l'article LP 5241-13 qui prévoit que le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire est le régime des salariés auprès de la Caisse de prévoyance sociale qui est pris en charge sur le budget du service en charge de l'emploi. En cas d'accident du travail, le stagiaire est pris en charge par l'organisme d'accueil. L'article LP 5262-6 prévoit les mêmes dispositions concernant les aides à l'insertion par l'activité, entre parenthèses stage TIAPA et TAIA, dans le cadre du PIAC. Le CESEC constate que les régimes sociaux et la CPS n'ont pas été consultés sur ces dispositifs, alors même qu'ils auront un impact direct sur les comptes de la PSG. Il recommande donc de mesurer cet impact sur les différentes branches et sur l'équilibre des régimes sociaux, en concertation avec les instances décisionnelles des régimes et les services de la CPS. Comme il l'avait déjà mentionné dans son avis 103/2018 CESC pour le dispositif du CAE, l'affiliation des bénéficiaires au RGS avec un taux minoré a généré un déficit significatif entre les prestations et les cotisations d'environ 2,5 milliards de francs de 2014 à 2018. En conséquence, le CESEC avait recommandé que tous les affiliés bénéficiant des prestations du RGS cotisent dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, la CPS indique que le bilan des prestations et cotisations des bénéficiaires des dispositifs relevant de la catégorie des stagiaires de la formation professionnelle n'est pas établi. Le CESEC souligne également la dispersion des dispositions applicables en matière de protection sociale entre les différents textes, entre parenthèses Code du travail, texte de la protection sociale, etc. Il est donc nécessaire d'établir une distinction entre les dispositifs d'aide relevant de l'action sociale et de ceux relevant de l'insertion professionnelle. Le CESEC recommande que tous les projets de dispositifs favorisant l'emploi et l'insertion professionnelle en cours et à venir fassent l'objet d'un état exhaustif des répercussions financières sur les comptes sociaux, cotisations et prestations, annexés au projet de loi du pays, les soumettant. Ce travail est de nature à éclairer les régimes sociaux et les décideurs concernés et leur permettre d'adapter leur budget ou d'infléchir les dispositifs envisagés. 3.7 vers une meilleure prise en compte des spécificités dans les îles des archipels éloignés. Le CESEC rappelle que les îles éloignées sont confrontées à des défis et des réalités économiques, sociales et culturelles spécifiques. L'activité économique est plus limitée et les bassins d'emploi beaucoup plus restreints. Il relève que les PIAC sont destinés à répondre en partie à certaines de ces problématiques en favorisant la création de projets communautaires.
Au terme de l'exposé des motifs, ce dispositif vise en particulier les territoires éloignés de Tahiti qui souffrent d'un manque d'infrastructures de base, de services essentiels et d'opportunités économiques en favorisant leur développement. Comme pour les autres dispositifs, le CESEC aurait souhaité avoir le nombre et la répartition prévisible des TAIA et TIAPA entre les différentes communes, les archipels et les organismes du secteur non marchand. Dans les îles éloignées, on constate que les dispositifs passés et en cours, notamment les CAE, ont davantage bénéficié aux communes qu'aux employeurs privés. Il recommande donc que des dispositifs spécifiques soient réservés au bénéfice des employeurs privés des archipels éloignés, ce qui permettra de garder la population dans les îles et pourra aboutir à des emplois durables. Plus largement, un programme et une campagne de communication sur toutes les mesures d'aide à l'emploi et à la formation méritent d'être déployés dans ces archipels. Dans ces îles, le CESEC souligne que les acteurs économiques sont confrontés à des difficultés pour trouver une main-d'œuvre qualifiée et organiser des formations. Il recommande que les formations professionnelles, notamment celles financées par le Fonds paritaire de gestion, puissent être organisées sur place dans le cadre de tournées dans les îles, au bénéfice des entreprises privées qui cotisent mensuellement à ce fonds paritaire. Le CESEC relève également qu'un prochain aménagement de l'ICRA vise également à apporter des réponses plus adaptées aux besoins d'activité pour ces populations. Nous allons procéder en 3.8 aux observations et recommandations par type de dispositif. Sur le titre 4, Aide à l'insertion professionnelle, SIP et SDC. Au chapitre 1, Dispositions générales, à l'article LP 5241-1 qui définit le public éligible, la qualité du demandeur d'emploi est renvoyée aux articles LP 5423-1 et LP 5423-2. L'article 5423-1 fixe à 5 ans la durée de résidence en Polynésie française pour le demandeur d'emploi bénéficiaire. Le CESEC recommande de prévoir les dispositions et d'effectuer les contrôles nécessaires afin de faire respecter la durée fixée et de lutter contre les fraudes éventuelles. Cette recommandation peut s'appliquer pour le dispositif PIAC, article LP 5262-1. À l'article LP 5241-5, il est prévu que l'organisme d'accueil désigne un tuteur de stage dans le but d'encadrement et de suivi du stagiaire. Le CESEC relève que le nombre de stagiaires autorisés dans le même organisme d'accueil, quel qu'en soit l'effectif, ne peut dépasser 2 stagiaires par tuteur de stage. Il souligne que les structures d'accueil, en particulier de plus petite taille, peuvent rencontrer des difficultés à trouver un tuteur à la fois disponible et possédant les compétences requises pour encadrer les stagiaires. Le temps d'encadrement mobilisé par le tuteur représente d'ailleurs un coût non négligeable pour certaines structures. À l'article LP 5241-8, relatif au dossier de demande fourni et les pièces constitutives du dossier, le CESEC réitère ses préconisations sur la nécessité de simplifier les procédures et formalités qui pèsent notamment sur l'attractivité des dispositifs. Point 3-5. L'article LP 5241-16 fixe les durées d'arrêt d'activité qui ne donnent pas lieu à indemnisation, 5 jours. L'article LP 5241-17 fixe les durées d'absence médicalement justifiées pouvant donner lieu à suspension ou à résiliation de la convention. Il fixe également les délais de transmission de l'arrêt maladie, fixés à 5 jours. Le CESEC rappelle que les stages ont pour objet de favoriser l'insertion des bénéficiaires dans un milieu professionnel. Il considère que le respect des règles de droit commun applicables aux travailleurs dans l'organisme d'accueil présente un intérêt pédagogique et constitue une dimension importante de l'insertion professionnelle réussie. À l'article LP 5241-19, au point 2, il est prévu que la résiliation de la convention de stage peut intervenir en cas d'absence non justifiée du stagiaire pendant 7 jours consécutifs. Le CESEC relève que cette disposition aurait dû préciser qu'il s'agissait de jours ouvrés. Par ailleurs, il réitère l'observation faite précédemment pour l'article LP 5241-16 et LP 5241-17 sur l'intérêt d'appliquer les règles de droit commun aux travailleurs de l'organisme d'accueil. Au point 3 du même article, qui prévoit le cas de faute grave ou de faute lourde, le CESEC rappelle qu'une cause réelle et sérieuse est la preuve suffisante que doit rapporter l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail. Ces observations sont applicables également pour les conditions de résiliation des dispositifs à l'insertion par l'activité, titre 6
soit l'article LP 5262-11. À l'article LP 5241-20, le CESEC relève une erreur de frappe. L'article de référence cité est donc 5241-18 au lieu de 5241-19. Au chapitre 2, le stage d'immersion professionnelle, SIP. À l'article LP 5242-4, la durée du stage SIP est fixée à 3 mois. Le CESEC considère que cette durée reste relativement courte pour permettre aux bénéficiaires de développer de réelles compétences professionnelles, voire même pour acquérir des savoir-faire et des savoir-être. Par ailleurs, il relève une faute de frappe. L'article de référence cité est LP 5241-3 au lieu de 5241-4. Il constate la même erreur à l'article LP 5243-4. Sur le titre 5, aide à l'emploi, CDI-ED et CDD insertion. Au chapitre 1, CDI-ED. Sur le principe du CDI-ED, le CESEC réitère ses observations exposées au 3-2. Il rappelle que les recrutements des entreprises reposent largement sur des facteurs tels que le besoin de compétences et la création d'activités. Les aides financières ponctuelles ne règlent pas les problèmes de fond et ne constituent pas le seul critère décisif à l'embauche. Il est nécessaire de concentrer les efforts sur la formation et favoriser une meilleure adéquation entre les offres et les demandes d'emploi. À l'article LP 5251-4.2, il est fait référence à la faute grave et lourde. Comme pour l'article LP 5241-19, le CESEC constate que la cause réelle et sérieuse n'est pas mentionnée. Or, il s'agit d'un motif suffisant pour l'employeur pour justifier d'un licenciement. À l'article LP 5251-7, il est prévu que le service en charge de l'emploi dispose de données transmises par la CPS pour exercer des contrôles selon les modalités d'une convention. Le CESEC constate que cette disposition instaure un droit de communication. Il préconise de clarifier et de définir les règles applicables en matière de confidentialité, de protection et de sécurité des données concernées, en concertation avec la CPS et en cohérence avec la convention précitée. Cette préconisation s'applique également pour l'article LP 5252-5. À l'article LP 5251-8, qui prévoit les conditions de résiliation par le service en charge de l'emploi, le CESEC recommande de prévoir les conditions dans lesquelles l'employeur qui a fait l'objet de la résiliation peut prétendre à nouveau au dispositif d'aide. Au chapitre 2, le CDD d'insertion, l'article LP 5251-1 indique que le CDD insertion vise les personnes sans emploi qui ne sont pas aptes à intégrer directement le marché du travail en milieu ordinaire. L'article LP 5252-3 précise que seules les structures ISAE peuvent accueillir les bénéficiaires. Le CESEC rappelle que les personnes en situation d'exclusion sociale et en grande difficulté sont les plus éloignées de l'emploi. Il recommande de finaliser les textes nécessaires à la mise en œuvre des CISAE. Le CESEC souligne que l'accompagnement est un des enjeux essentiels de l'insertion des personnes en grande difficulté sociale. Il rappelle l'importance de la coordination de la chaîne d'acteurs qui entoure le parcours d'insertion de ces publics fragilisés, CEFI, DSFE, CISAE. Enfin, le dernier point, qui est le titre 6, aide à l'insertion par l'activité, PIAC, TIAPA, TAIA. Au chapitre 1, le projet d'insertion par l'activité communautaire, PIAC. Au terme de l'exposé des motifs, ce dispositif vise en particulier les territoires éloignés de TIVI, confrontés à des défis spécifiques et notamment un manque d'infrastructures de base, des services essentiels et d'opportunités économiques en favorisant leur développement. L'article LP 5261-1 instaure un dispositif intitulé PIAC pour favoriser le développement des territoires par la création d'activités économiques non concurrentes des activités économiques du secteur marchand. L'article LP 5261-3 précise qu'il vise des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Le CESEC considère que ces notions de difficultés sociales et professionnelles particulières méritent d'être précisées à minima dans une réglementation. Plus globalement, le CESEC relève que la mise en œuvre du dispositif PIAC apparaît lourde et fastidieuse. En effet,
Le dispositif s'organise autour d'un appel à projet annuel, article LP 5261-4, d'une convention d'objectifs, article LP 5261-6, des avis de la commission consultative, article LP 5261-7, et enfin de la mise en place d'un tirage au sort, article LP 5262-1. Le CESEC n'est pas opposé au principe de bien encadrer le dispositif et de limiter les arrangements et le clientélisme. Toutefois, la multiplication des procédures rend très incertaine l'efficacité du dispositif. Au chapitre 2, les mesures d'aide à l'insertion par l'activité, TIAPA et TAIA. À l'article LP 5262-15 de la section 2, TIAPA, il est prévu que le public éligible possède des compétences acquises au cours des expériences professionnelles passées. Le CESEC relève que cette notion d'expérience mérite d'être précisée et mise en lien avec le PIAC et l'insertion du TAIA. À l'article LP 5262-16, il constate que ce dispositif est dédié à ceux qui multiplient les freins périphériques. Le CESEC recommande de définir et de préciser la notion de frein périphérique. Grand 4, conclusion. De manière générale, le CESEC considère que la réforme des dispositifs en faveur de l'emploi est nécessaire et qu'elle doit davantage favoriser l'employabilité, l'insertion professionnelle et la création d'emplois durables. Il constate que les dispositifs d'aide à l'emploi et à l'insertion professionnelle se succèdent, mais ne font pas l'objet de bilan. Le CESEC recommande de faire un bilan annuel des dispositifs et de mettre en évidence le taux d'insertion professionnelle réussi pour chacun d'eux, afin de pouvoir évaluer leur performance et d'éclairer les décideurs. Il considère que le manque de compétences, l'inadéquation avec le marché de l'emploi, la nécessaire création d'activités économiques sont des problèmes de fond auxquels les dispositifs proposés n'apportent pas toutes les réponses escomptées. L'allègement du coût du travail est incontournable, mais des incitations financières ponctuelles ne régleront pas les problématiques évoquées à long terme ou de façon durable. Plus encore, le manque d'efficacité de l'administration et la lourdeur des procédures administratives constituent un des freins marquants pour notre activité économique. Une véritable réforme et modernisation devrait être conduite pour y remédier. Le CESEC rappelle que le décrochage scolaire expose encore trop souvent les Polynésiens les plus fragiles à des problèmes d'insertion professionnelle, économique et sociale. En dépit des efforts déployés pour promouvoir l'égalité des chances, des disparités profondes demeurent. Il recommande d'agir en amont en améliorant les performances du système scolaire. Le CESEC souligne que l'alternance est une voie intéressante et un outil pédagogique efficace reconnu pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Le RSMA affiche également des taux d'insertion professionnelle plus que significatifs. Par ailleurs, il regrette que ne soient pas considérés comme prioritaires les publics les plus vulnérables, notamment les personnes porteuses de handicap, les jeunes, les seniors, etc. Le CESEC s'interroge sur le devenir des dispositifs spécifiques pour l'insertion des travailleurs handicapés. En matière de protection sociale, le CESEC préconise d'apprécier l'impact des mesures proposées sur les différentes branches et sur l'équilibre des régimes sociaux, en concertation avec les instances décisionnelles des régimes et les services de la CPS. Afin de ne pas peser sur l'équilibre des régimes, les stagiaires bénéficiant des prestations du RGS devraient cotiser dans les conditions de droit commun. Dans les îles éloignées, le CESEC constate que les dispositifs passés et en cours n'ont pas bénéficié équitablement aux acteurs économiques. Il recommande donc que des dispositifs spécifiques soient réservés au bénéfice des employeurs privés des archipels éloignés, ce qui permettra de garder la population dans les îles et pourra aboutir à des emplois durables. Tel est l'avis du CESEC sur le projet de loi du pays relatif aux mesures d'aide à l'emploi et à l'insertion professionnelle. Voilà pour la lecture de cet avis. Monsieur le vice-président. Merci, messieurs les rapporteurs. La discussion générale est ouverte. Chef. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Une fois de plus, on est face à un projet de loi qui est extrêmement complexe. On a été saisi en urgence et je le regrette. Je salue le travail de la Commission, qui est vraiment remarquable. Il faut savoir que quand on a 5 séances, on passe une séance à lire le texte,
On a une séance où on fait des tours de table et une séance où on rédige l'avis et on valide l'avis. Ça veut dire que vous avez eu juste 2 séances pour pouvoir recevoir des invités. Je pense vraiment que compte tenu de la complexité de ce texte, il aurait fallu plus de séances, très clairement. Et je vais vous le démontrer. Premièrement, on voit bien que dans ces séances, on ne parle pas de l'Observatoire de l'emploi, qui est quelque chose, normalement, qui devrait apparaître et qui permettrait d'avoir un bilan. Vous n'avez pas pu recevoir la DMRA, dont la mission principale est de simplifier les procédures administratives. Et enfin, vous n'avez pas pu recevoir Fénois Compétences, qui est un organisme qui est en train de monter en puissance et qui permet de faire de la formation dans les îles. Du coup, on aurait pu avoir une vision un peu plus éclairée et j'imagine que ce ne serait pas resté sur un tel est l'avis, puisqu'on sent bien dans la rédaction de cet avis qu'il y a eu beaucoup de frustration. Voilà, je voulais juste rappeler ça et peut-être donner la parole à nos rapporteurs pour qu'ils puissent confirmer la chose. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président. Effectivement, nous avons un sentiment un peu d'inachevé, parce que le travail a dû être réalisé dans un nombre de séances restreint, et nous n'avons pas pu ouvrir autant les débats que nous l'aurions voulu. Mais effectivement, il manque aussi les intervenants que vous avez mentionnés, et qui auraient peut-être permis un éclairage nouveau sur les problématiques. D'autres intervenants? Patrick? Merci, Monsieur le Président. Bonjour à nos invités. Bienvenue, Madame la Vice-présidente. Bienvenue à nos invités. Oui, effectivement, je partage l'avis de mon collègue. Effectivement, c'est dommage qu'un dossier aussi important qui joue quand même sur l'avenir de nos jeunes et surtout leur employabilité, qu'on soit saisi en urgence. Ça, c'est vraiment dommage, parce que vous auriez pu, effectivement, je ne fais pas partie de la commission, vous auriez pu effectivement travailler beaucoup plus sereinement et non dans la précipitation. Effectivement, lorsque nous recevons de tels projets de loi, on ne peut pas dire non, puisque c'est une aide aux employeurs et aux employés. Mais d'un autre côté, on a vu les résultats concernant les CAE qui, d'après nos renseignements, n'ont pas donné beaucoup d'emplois en CDI. Et là, on nous propose d'aider les CDI, alors que vous avez bien signifié que ce sont les stagiaires et ceux qui sont en formation qu'il faut le plus aider. À côté, évidemment, des handicapés et de ceux qui ont du mal à trouver de l'emploi, c'est-à-dire les moins diplômés. Effectivement, on a une sensation de frustration, monsieur le rapporteur, vous l'avez dit, et malheureusement, lorsqu'on dit telle est la vie, ça veut dire en gros que il faut aider ceux qui pour l'emploi, mais il y a beaucoup de réserves et c'est un peu malheureux qu'on soit obligé de mettre un tel est la vie. Alors lorsque nous voterons et on dira avis favorable pour tel est l'avis, ça ne veut pas dire que c'est un avis favorable. Merci, Monsieur le Président. Merci. D'autres intervenants? Oui, Maëva. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, bonjour aux invités. Je voulais demander si c'est possible d'apporter une modification à l'article A5241-6 au point E. Je viens de m'apercevoir que l'appellation des cartes de producteurs concernant le producteur de perles n'est plus celui-là. On n'appelle plus cela un producteur de perles de culture, mais un producteur de produits perliers. La page E3. C'est dans le projet d'arrêté. Hein.
Le projet d'arrêté, la rédaction, elle est fausse. Est-ce que c'est possible de demander une modification, une correction? Oui. Comment est-ce que vous le formuleriez? Normalement, on appelle ça un PPP, c'est-à-dire un producteur de produits perliers, et non plus un PCT, qui correspond à l'ancienne appellation, à savoir producteur de perles de culture de Tahiti. À quel niveau vous voudriez l'insérer? Parce que on ne peut pas modifier Non, le texte. c'est une modification. J'aimerais savoir si on peut corriger dans l'arrêté, le projet d'arrêté. Ah. Vous avez le projet d'arrêté, c'est à la page 3. Demandez au rédacteur. Alors en fait, ce qu'on peut faire, c'est simplement modifier le projet d'avis. Dans le projet d'avis, on peut mentionner qu'on a vu effectivement cette... voilà, cette... Non, c'est pas possible. On ne peut pas modifier le projet d'avis. Parce que ça n'existe plus, PCT. Hein. Est-ce que les rédacteurs étant présents, est-ce qu'ils peuvent se prononcer sur cette remarque? Désolé, petite incompréhension. Juste, voilà, on a entendu que vous preniez compte de la remarque sans vous avoir entendu. Merci. J'ai une deuxième question. Toujours par rapport à un article, l'article A 52-51-6, le point 3, petit a, est-ce que la perliculture est listée dans cette liste? Parce qu'on en parle justement à l'article 52-41-6, mais je ne sais pas si la perliculture se trouve dans le maritime. Je vois agriculture, sylviculture, pêche, maritime, mais perliculture, je ne sais pas où ça se trouve là. Maritime? Oui, c'est dedans. Ok. C'est comme le bateau, hein, parce que maritime, il y a... Alors, on ne peut pas l'intégrer à l'avis, mais il y a des oreilles attentives qui nous écoutent et qui prendront note. Merci. C'est pour ça que je pose la question. C'est bon? Henriette? Oui, merci, Président. Oui, ça marche. Enfin, je profite aussi que les membres du ministère de l'Emploi pour parler justement de ces mesures. Parce que lors du dernier conseil du handicap qu'il y a eu, j'avais interpellé la ministre de l'Emploi par rapport au stage d'insertion des travailleurs handicapés. Nous avions entendu que ça allait disparaître. Et la ministre m'a répondu que ce serait mieux. Ce qu'on allait avoir par rapport au remplacement de ces stages, ce serait mieux. En fin de compte, je ne vois rien de mieux. D'abord, aujourd'hui, si tu n'as pas de diplôme, tu n'as que 60 000 francs, alors qu'avant, on avait 100 000 à partir de 30 ans. Et là, on a 100 000 que si on a des licences. Je peux compter sur les doigts de la main les personnes handicapées qui ont des licences qui ne sont pas en embauche. Parce que tous ceux qui sont diplômés, les travailleurs handicapés, enfin les personnes reconnues travailleurs handicapés qui sont diplômés, on arrive à les placer. Par contre, c'est ceux qui n'ont pas de diplôme. Et aujourd'hui, ils n'auront que 60 000. Et je ne vois pas du tout qu'est-ce que dans tous ces textes, enfin, que ce soit pour les valides hein, ou pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, je ne vois rien de mieux qu'avant. Ça, c'est mes remarques. Hein. Peut-être que je n'ai pas eu le temps de bien étudier. Déjà, le rapport, il est quand même bien fait. Hein. Félicitations au rapporteur et à la commission.
Alors, j'espère que la directrice de cabinet, la chef du CEFI, aura entendu mes remarques. Et de toute façon, dans ces propositions, je ne vois rien pour les personnes reconnues travailleurs handicapés orientées en milieu adapté. On ne parle que... Il y a une petite phrase qui parle des personnes reconnues handicapées orientées en milieu ordinaire. Que deviennent toutes les personnes orientées dans les assos? Rien du tout. Alors ça va être pire. Surtout que les nombreuses associations qui s'occupent des personnes handicapées adultes travaillent avec toutes ces personnes reconnues travailleurs handicapés pour les former, pour les accompagner justement vers l'emploi. Et je ne vois rien. Peut-être qu'il y a un autre texte qui va sortir pour nous. J'aimerais bien savoir. De toute façon, je vais demander un rendez-vous au ministre en charge de l'emploi parce que je ne vois pas du tout là qu'est-ce qui pourrait remplacer le SITH. Pas du tout. Surtout quand on parle que de milieu ordinaire. Voilà ce que j'avais à dire. Merci au rapporteur d'avoir inclus la phrase dans le projet d'avis. C'est quand même bien. Voilà. Merci, Monsieur le Vice-président. J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci, Madame la conseillère. Donc, d'autres intervenants? Christophe? Oui, bonjour à tous, bonjour à nos invités. J'aimerais que vous reveniez sur le tableau qui est au début de l'avis. J'aurais aimé quelques explications sur ce tableau. Parce que population en âge de travailler, c'est la population entre 18 et 60 ans. Et la population active, c'est 112 500 au lieu sur une population entre 18 et 60 ans de 184 500. Où sont les 72 000 personnes entre ces deux chiffres? Puisque si je prends le tableau des personnes qui cherchent un emploi, on arrive à 25 000 et ça ne fait pas le compte. Ce sont des chiffres qui émanent de l'ISPF. Nous ne faisons que les reproduire. Mais votre question est légitime. En fait, on s'est attaché surtout ici à faire un bilan selon les chiffres de l'ISPF entre 2018 et 2023. On n'a pas forcément fait de comparatif, mais c'était sûr qu'un technicien allait relever les écarts. En tout cas, nous n'avons pas d'explication très clairement sur ces écarts parce que nous ne sommes pas attelés à la lecture horizontale du tableau, mais verticale. Entre 2018 et 2023, ce qui était important pour nous, puisqu'il s'agit aujourd'hui donc d'un projet de loi avec des nouveautés, de s'attacher à l'évolution, nous ayant amené à cette évolution. Je ne sais pas si c'est clair comme réponse. Mais... Oui, c'est clair. Non, mais je vais vous donner une piste de réponse quand même, parce que la question était un peu piégeuse. Mais si vous déduisez le nombre de personnes, l'écart de 72 000 personnes et le nombre de personnes qui cherchent un emploi, vous vous apercevez qu'il y a 50 000 personnes qui ne cherchent pas d'emploi. Voilà. Donc c'est aussi un facteur à prendre en compte quand on fait des projets d'aide à la création d'emplois. Il y a des gens qui ne souhaitent pas travailler ou qui travaillent de façon plus ou moins, on va dire, illégale. Voilà, mais il y a tout un pan de la population, et c'est énorme, ça représente quasiment un quart de la population active, qui, si on prend les chiffres de l'ISPF, ne souhaite pas travailler. C'est aussi sur ça qu'il faudrait se pencher. Parce que qu'on aide les gens à aller vers le travail et tout le dispositif est bon à prendre, mais qu'est-ce qu'on fait pour cette partie de gens qui ne veut pas travailler ou qui, de toute façon, travaillant de façon illégale, ne sera jamais concerné par ce genre de dispositif. C'est dans ce sens que je rejoins donc les remarques qui ont été faites au début par Jean-François et Patrick sur la complexité de ce projet de loi, qui n'est pas uniquement relatif à 2 ou 3 séances supplémentaires, mais relatif à des notions d'éducation, des notions de scolarité, des notions de considération du travail. En fait, ce texte, il est bien plus large qu'il n'y paraît.
Et effectivement, on peut aller très très loin. Alors voilà, effectivement, sur les séances de travail, on s'est concentré sur traiter le sujet qui nous était proposé dans le temps imparti. Et effectivement, c'est une question qui est revenue souvent et elle est légitime. Qu'en est-il de ces 50 000 personnes? Qu'est-ce qu'ils font? Où ils sont? Et on n'a pas de réponse aujourd'hui à apporter. La seule réponse qu'on a apportée, c'est un éclairement sur notre compréhension du projet de loi tel qu'il est proposé et les dispositions qu'il présente. Merci. La parole est à Lucie. Oui, merci, Monsieur le Président. Je remercie Christophe pour sa question. Je voudrais intervenir sur apporter une réponse. Bon, dans le tableau, je pense que tes 70 000, ils sont déjà listés dedans. Tu as les personnes au chômage, 9 600. Tu as les personnes actives qui souhaitent occuper un emploi, ils sont au nombre de 16 300. Et tu as des personnes qui désirent occuper un emploi, 25 900. Donc, forcément, ils sont là à peu près, les personnes, les 70 000 dont on recherche effectivement où ils sont. Ben, ils sont là-dedans. Voilà. Voilà, Monsieur Montfort. Merci. Monsieur Eragui. Merci, Monsieur le Vice-président. Je n'ai pas de question particulière, je voudrais juste revenir sur un point qui a été répété régulièrement lors des audiences. C'est que les dispositifs d'aide à l'emploi se succèdent, comme on l'a dit là, et ils ont tous à peu près la même philosophie. C'est-à-dire qu'on va apporter une aide financière en pensant, en imaginant, en espérant que ça créera de l'emploi durable. C'est faux, c'est complètement faux. Et ce qui est revenu régulièrement lors des audiences, c'est que ce n'est pas tant l'aide ponctuelle qu'il faut apporter, c'est véritablement il faut vraiment insister sur la formation. En fait. Donc voilà, là le texte qui nous est présenté, c'est uniquement l'incitation financière. Il n'y a rien sur la partie formation. Néanmoins, les rédacteurs nous ont dit que ça fera l'objet d'un deuxième programme vers la fin de l'année, je crois. Voilà. Si on avait eu ces informations-là, peut-être qu'on aurait rédigé un avis autrement. Mais effectivement, je pense qu'il nous manquait en fait les données sur la formation. Et on insiste véritablement là-dessus. On l'a rappelé dans notre avis, projet d'avis. Que voilà, les aides ne doivent pas être uniquement une incitation à l'embauche. Les aides, elles doivent porter notamment sur la formation. C'est ça, c'est véritablement là la clé. Bien. Alors, je suis tout à fait de votre avis. En réalité, tout au long de notre avis, il transparaît la notion de formation. Et donc à la base aussi de l'éducation. C'est l'éducation qui ensuite permet d'accéder à la formation. Et sans formation, l'accès à l'emploi est du moins qualifié ou du moins durable est très 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 difficile. Et nous l'avons dit durant tout l'avis, mais effectivement c'est une véritable problématique, un problème de société qu'il faudra traiter tôt ou tard. Bien, merci. Malaté. Attends, Malaté d'abord, après Christophe. Monsieur le Vice-président, merci. Chers collègues, bonjour. Bonjour nos invités aussi. Un peu dans la même veine de ce qui vient d'être relevé par mon collègue, il y a un alinéa de la conclusion qui me paraît un peu confus dans sa rédaction. C'est, je cite, « L'allègement du coût du travail est incontournable, mais des incitations financières ponctuelles ne régleront pas les problématiques évoquées à long terme de façon durable. » Je pense qu'il faut inverser les propositions. L'affirmation, c'est « des incitations financières ponctuelles ne régleront pas les problématiques évoquées à long terme de façon durable. » Point. L'allègement du coût du travail est incontournable. La rédaction laisse penser que les deux notions sont un peu antinomiques, alors que pas du tout, en fait.
il y a une affirmation au départ, et ensuite après une proposition de solution derrière. Donc nous proposons la modification de la rédaction de cette phrase. La nouvelle rédaction serait Nous proposons la modification donc de la rédaction de cette phrase-là, dont la nouvelle rédaction serait « Des incitations financières ponctuelles ne régleront pas les problématiques évoquées à long terme et de façon durable. Point. L'allègement du coût du travail est incontournable. Point. » C'est bon. Tout le monde est pour? On passe au vote sur cette modification. Oui. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à nos invités. Je voulais juste apporter une précision par rapport à ce projet de loi de pays, puisque les partenaires sociaux ont été préalablement saisis lors de la dernière concertation globale tripartite qui s'était tenue au mois de mars. Et à juste titre, les employeurs comme les salariés avaient fait remarquer que dans les différentes actions que menait le ministère, nous avions relevé des incohérences, puisque vis-à-vis de ce texte, il y avait en tout cas l'autosaisine du CESEC par rapport aux salariés patentés, concurrence ou complémentarité. Et c'était, en tout cas, au regard des partenaires sociaux, c'était un dossier qui était beaucoup plus prioritaire que d'aborder des modifications, la révision. Le gouvernement vise. Enfin, je voulais juste nous rappeler ça. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Patrick? Merci, Président. Je voulais simplement apporter des précisions concernant le tableau. En ce qui concerne la CPS, les derniers chiffres que nous avons, c'est 72 262 salariés, 62 800 équivalents temps plein, ça c'est clair. Et je rappelle simplement qu'un SMIGA, entre guillemets, en termes de cotisation, rapporte, entre guillemets, 895 000 francs en cotisation. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voulais juste répondre à Félix. Effectivement, on voit bien qu'on a des trous dans la raquette concernant les chiffres. Donc, nous, dans le cadre de l'autosaisine salarié patenté, complémentarité ou concurrence, on a remarqué qu'il y a des gens qui ont pris une patente, mais qui, en fait, ne sont pas passés par la case CPS pour se déclarer. Et c'est ce qui donne probablement des différences de chiffres. Nous, on les avait à peu près estimés à 11 000, si ma mémoire est bonne. Christophe, tu me corrigeras. Donc, on voit bien qu'on peut vite déraper sur les chiffres et on peut vite avoir de gros écarts, mais c'est simplement lié au fait qu'il n'y avait pas d'obligation d'être affilié à la CPS pour pouvoir obtenir une patente. Donc voilà, cela explique probablement aussi cela. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Moi, j'aurais une question. C'est est-ce qu'on s'est rapproché
Marou, Président. L'objet de mon intervention est de tirer la sonnette d'alarme. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 72 000 salariés répertoriés par la CPS, qui est quand même un organisme officiel, hein, et où la santé de la population en dépend beaucoup, hein. À savoir ensuite que l'on sait qu'il y a 112 900 personnes qui occupent un emploi. Ça, c'est ce qu'on nous annonce, hein. Officiellement, je dis, hein, parce qu'en réalité, il faut savoir qu'il y a toujours des emplois non déclarés, hein. Donc ça va au-delà de 102 900 hein, personnes occupant un emploi, hein. Voilà. Moi, je tire la sonnette d'alarme en disant que c'est grave, hein, c'est grave, parce qu'il y a autant de personnes occupant un emploi qui ne sont répertoriées nulle part. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ne cotisent pas vraiment à la CPS. Et là, c'est grave, c'est très grave, hein. Voilà. Donc c'est un message que je lance au pouvoir politique d'essayer de régulariser tout ça, hein, et de contrôler, évidemment, hein. Voilà. Madoujou. Oui, non, on n'est pas passé au vote pour la fameuse phrase. Oui, merci. Je rappelle donc la formulation de la phrase. Telle que dans notre projet d'avis, elle est rédigée de la façon suivante. L'allègement du coût du travail est incontournable, mais des incitations financières ponctuelles ne régleront pas les problématiques évoquées à long terme ou de façon durable. Et la nouvelle rédaction qui est proposée est « Des incitations financières ponctuelles ne régleront pas les problématiques évoquées à long terme ou de façon durable. Point. L'allègement du coût du travail est incontournable. Point. » Alors, chers conseillers, donc nous allons procéder effectivement au vote, hein, de notre projet d'avis. Donc, qui est favorable au projet d'avis? Donc, levez les doigts pour ceux qui sont favorables et je ferai l'appel nominal. Donc, Diana Yanko, Moana Mamadou Yahoutapo, Marc Barcinas, Martine Neza, Maëva Van, Moya Mire Trouillet, pardon, Hérani Nouveau, Andrea Ruihel, Jean-François Benhamza, Sandra Labille, pardon, Léna Normand, Joël Cario, Raymond de Raoul, Ina Outia, Patrick Galnon, Monsieur Félix Fong, Avaiki Teuian, Atonia Ter Inhorei, Christophe Montfort, Marguerite Lai, Karel Luciani, Louis Provost, Camien Henriette, M. Thierry Mosser, Manate Weivich, Diego Lao, Marotea Vitrac, Eugène Sommers, Patricia Ter Iter Ahomian et Lucie Tifna. Qui est contre? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous allons passer maintenant au vote des procurations. Donc, Madame Yvette Mauri a donné procuration à Madame Ina Outia.
Pour. Monsieur Makalio Folitou a donné procuration à Madame Patricia Teriter Ahoumian. Pour. Monsieur Christophe Prey a donné procuration à Madame Andrea Royau. Pour. Monsieur Jean-Michel Ansan a donné procuration à Monsieur Félix Fong. Pour. Monsieur Edgar Tayatoua a donné procuration à Madame Diana Yanko. Contre. Voilà. Madame Mayana Bombridge a donné procuration à Madame Raymonde Raoul. Pour. Monsieur Maximilien Hawata a donné procuration à Madame Maëva Vanna. Pour. Monsieur Stanley Elacotte a donné procuration à Monsieur Christophe Montfort. Pour. Monsieur Patrice Pohoué a donné procuration à moi-même, Lucie Tifna. Donc pour. Monsieur Alain Teurier a donné procuration à Monsieur Mona Mamadou Topo. Pour. Madame Boltina Romatarwa Dauphin a donné procuration à Madame Marguerite Lai. Pour. Madame Vairia Tehei a donné procuration à Monsieur Patrick Galnon. Pour. Madame Isabelle Trébuc a donné procuration à Madame Méré Trouillet. Pour. Monsieur Maxime Antoine Michard a donné procuration à Monsieur Jean-François Benhamza. Pour. Et enfin, Monsieur Tekinui Porlier a donné procuration à Monsieur Louis Provost. Voilà, Monsieur le Président, puisqu'il y a eu un vote contre et tous les autres votes sont favorables. Voilà, merci.